Bonjour Shindeai, tu es un groupe, enfin, tu fais partie du groupe Voxmakers. Voxmakers, c'est quoi? Alors Voxmakers, c'est une communauté de vidéastes qui se sont mis ensemble dans le but de proposer une chaîne qui soit plus, non seulement collaborative, mais aussi plus variée, qui apporte des thèmes différents. Donc moi je fais de la musique sur Voxmakers et on a actuellement 7 membres à temps plein et beaucoup de gens qui gravitent autour. Voilà. Ça a été créé quand? Ça a été créé en 2013 par Thomas Sirix et l'Ermite Moderne qui avaient l'ambition justement de faire un collectif. Voilà. Et donc tu as rejoint comment le collectif? Moi j'ai rejoint 6 mois après la création, j'avais envoyé une candidature tout simplement où j'ai postulé, je trouvais le concept intéressant et je leur ai dit que je souhaitais rejoindre l'aventure, je leur ai montré ce que je faisais et ensuite après quelques conversations, ils ont été convaincus et finalement me voilà. Les candidatures sont toujours d'actualité? Bien sûr, tout à fait, n'importe qui peut postuler, simplement comme la chaîne évolue, que les exigences évoluent aussi, donc du coup. Et je pense que c'était sans doute plus évident de rentrer dans Voxmakers à l'époque où je suis rentré que maintenant. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut juste dire que maintenant, bien naturellement, il faut se mettre à un niveau comment dire, qui est en adéquation avec ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Un petit mot sur le départ récemment de 1, 2, 3 Lunatic et Mad Dog. Alors on a 2 cas très différents, c'est vrai que les annonces ont été faites quasiment en même temps, mais pourtant ça ne s'est pas déroulé du tout au même moment et pas du tout pour les mêmes raisons. Mad Dog en fait est parti, enfin comment dire, on a dû se séparer de Mad Dog suite à un problème de vision du collectif. On s'est rendu compte qu'il n'avait pas du tout les mêmes ambitions que le reste du groupe et du coup on s'est rendu compte que si on restait ensemble, il n'allait pas être satisfait et que ce n'était pas une bonne idée. C'est pourquoi on l'a invité à partir, ce qu'il a accepté de faire. Et comme on voulait absolument que ça se fasse dans le calme plus total, enfin voilà, parce que Mad Dog ça reste un ami, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui a beaucoup de talent. Et de ce fait, c'est pour ça qu'on a attendu 2 mois avant d'annoncer, c'est parce qu'on lui a dit, on s'est mis d'accord avec lui en fait plutôt que ce serait bien qu'il fasse une dernière vidéo qui lui permette de ramener des gens sur sa chaîne. Vous voyez que ça se passe pas genre juste tu te barres et point barre, quoi, c'est nul. Donc voilà, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Dans le cas de Lunatic, ça n'a rien à voir, c'est lui qui a choisi de partir parce que il avait des projets plus personnels de son côté et il souhaitait plutôt continuer l'aventure tout seul. Et c'est une décision qu'on respecte totalement, même si je dois admettre que ça fait un peu bizarre de ne plus l'avoir parmi nous. Mais voilà, c'est une décision qu'on ne peut que respecter, et donc on a totalement respecté le fait qu'il souhaite s'en aller, et on l'a laissé s'en aller, voilà, tout simplement. Du coup, un nouveau ou ancien membre plutôt vient de refaire son apparition. Un petit mot sur lui? Noruda, bien sûr, qui est revenu 1 an pile après être parti. En fait, il n'était pas vraiment parti, c'était une pause, c'était une grosse pause. Noruda, d'ailleurs, je vais être honnête, même moi n'en connais pas les raisons. Il a juste précisé que c'était des problèmes de nature familiale et personnelle qui le poussent à arrêter. Et on a totalement respecté ça à l'époque, c'est pourquoi il est parti. Et quand on l'a revu après, par la suite à Japan Expo, parce qu'il est passé sur le stand, on lui a beaucoup parlé aussi parce que c'était quelqu'un qui faisait partie de nos amis quand même, donc on a eu l'occasion de lui parler beaucoup de fois. Et à Paris Manga, il nous a annoncé qu'il souhaitait revenir, et ce à quoi on l'a accueilli à bras ouverts. Voilà. Tous les membres de Voxmakers arrivent à en vivre de cette passion? Alors non, pas du tout. La notion d'arriver à en vivre est difficile à cerner parce qu'il y a une question de stabilité financière qui se pose quand même. Et en l'occurrence, moi je peux dire que j'en vis depuis pas longtemps, hein, de l'air de rien. Ça veut dire que ça fait quand même 4 ans que je suis à plein temps. Et les 3 premières années, je touchais rien du tout. C'était voilà. Et donc j'ai choisi de sacrifier ce temps-là pour essayer de monter la chose. Aujourd'hui, j'arrive à en vivre. L'ermite aussi, je pense. Thomas, je n'en sais rien. Et c'est tout. Je sais que les autres n'en vivent pas, clairement. Mais on fait de notre mieux pour que ce soit possible. Hein. Si c'était possible, on ne demande que ça, hein, bien évidemment. Voilà. Mais on a confiance en notre esprit d'équipe et on espère vraiment gagner en croissance et pouvoir un jour être totalement stable. Ce serait quand même quelque chose de formidable pour nous, quoi. Et du coup, moi étant fan des Epic Pixel Battle, c'est lequel que vous avez pris le plus de plaisir à faire du coup? Parce que moi personnellement, c'est le professeur Layton contre elle que j'ai le plus apprécié. Alors, sur le moment, tu veux dire de le faire, c'est ça? Oui, du coup, sur le moment de le faire.
D'accord. Je me souviens qu'il y avait certains... Bon, tous les EBB sont plus ou moins amusants à faire, mais c'est vrai que j'ai un bon souvenir. J'ai un bon souvenir de l'EPB 8. J'ai un bon souvenir de l'EPB 5 et 6 également. Et le dernier, Extreme Pixel Battle du coup, puisque c'est plus EPB, est aussi un très bon souvenir. Parce que bon, c'était une semaine de rush, c'était assez intense. Mais du coup, je trouve que c'est dans ces moments vraiment intenses que on retrouve le plus l'essence de l'esprit d'équipe. Et c'est là où c'est vraiment agréable en fait de se rendre compte qu'on travaille à plusieurs et qu'on peut faire des choses ensemble, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, pour le final, avec le rendu, les paroles, etc., c'est lequel votre préféré du coup? Au niveau du rendu, je pense que je suis assez fan du... Ah, c'est difficile en fait à choisir. Je pense que je suis assez fan du 8 aussi. Et le 10 et le 12 et le 13, ouais. Tout cela, tous ceux qui vont assez vite en fait et qui sont assez rythmés sont du genre... Enfin, j'aime bien ça en fait. Et du coup, il y a des projets en plus des Epic Pixel Battle qui sont prêts, parce que j'ai vu qu'il y a l'album qui est disponible sur votre stand. Mais est-ce que du coup, il va y avoir plus de Extreme Pixel Battle maintenant du coup? Alors, on va essayer. On a l'intention d'en faire plus en tout cas. On a l'intention, enfin en tout cas, d'en faire de manière régulière. Je peux pas vous dire qu'on en fera toutes les 2 semaines, faut pas déconner, mais on va essayer d'être le plus régulier possible parce que je trouve que c'est important de conserver une certaine régularité. Et tant qu'on en a la possibilité, puis on va le faire. Après, il faut pas oublier aussi qu'on a les spectacles en convention, qu'on essaie de vraiment développer, et voilà, on va faire tout ça en parallèle. Et si vous aimez bien les Epic Pixel, désormais Extreme Pixel Battle, sur scène, c'est encore une autre façon de les découvrir. Et je vous invite vraiment à aller voir ça si vous appréciez ça, quoi. Et du coup, sinon, à part, est-ce que vous avez des projets futurs sur la chaîne, d'autres projets que vous voulez monter ou faire avec d'autres personnes du collectif? Moi en particulier ou tout le monde? Vous en particulier, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont se monter, qu'on n'a pas encore vu le jour, etc. Alors en l'occurrence, moi je suis en train de travailler sur un nouvel album de Star et Sky, puisque je voulais faire vraiment me concentrer une fois de plus sur une création qui soit totalement 100% originale, mais dans le sens où elle ne s'appuie sur aucun élément culturel, puisque par exemple les Epic Pixel Battles s'appuient sur des éléments culturels, les Time Affections aussi. Voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de purement musical et qui sera en précommande dès la fin de l'année, donc dans quelques semaines. Au niveau des vidéos, il y a l'Hermite qui est en train de préparer beaucoup de vidéos en ce moment sur différents thèmes de la pop culture et notamment certaines choses. En fait, j'ai peur de dire la merde, je sais pas si j'ai le droit de vous le dire. Donc je vais fermer ma gueule. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses en préparation du côté de l'Hermite. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au niveau de la structuration interne de l'équipe, on essaye de prendre le meilleur de chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que Là où à la base on faisait vraiment chacun de nos émissions dans notre coin et on les mettait tous sur la même chaîne, maintenant on essaye vraiment de faire toutes les émissions ensemble. Ce qui permet vraiment d'aller plus vite et d'apporter beaucoup plus de qualité en même temps, ce qui est vraiment très appréciable. Puisque quand on a des gens qui ont plus de qualité dans l'écriture et d'autres plus dans le montage, ce serait bête de ne pas s'en servir en fait. Et du côté des vidéos de l'Hermite, du côté des Fermez-la de Michael J, du côté des Jetons-leur des tomates pourries de Thomas, du côté des XPV bien évidemment, on a toutes ces émissions qui passent vraiment dans un travail d'équipe et j'espère que du coup la régularité et ou la qualité s'en fera ressentir. Voilà. Si autrement, qu'est-ce que ça fait de se retrouver, puisque finalement vous êtes assez loin géographiquement tous, se retrouver comme ça en convention, c'est toujours un plaisir, je suppose. Bien sûr, puisque c'est des amis, c'est même une famille en fait. Donc nous on se voit, mais après c'est vrai qu'on fait souvent des conventions en ce moment, donc on est habitué au fait de se retrouver l'air de rien. C'est clair que on a besoin, j'ai presque envie de dire, de ce rendez-vous, puisque comme on est géographiquement distant, il faut qu'on puisse se retrouver dans les conventions pour échanger, pour passer du bon temps ensemble, pour développer de nouvelles idées ensemble, parler de choses qui doivent être mises au point et tout ça. C'est vraiment le meilleur moyen, parce qu'il ne faut pas oublier que Voxmakers, c'est aussi une aventure humaine, et moi j'en suis vraiment très content. Une aventure humaine, ce qu'il faut retenir. Ouais, non, mais c'est vrai, j'invente rien. Bonjour à l'Hermite Moderne qui arrive, un petit mot comme ça, à chaud. À chaud. Très bien. Toujours la pertinence extrême. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, je recommence ma phrase. Bonjour à toutes et à tous, ici l'Hermite Moderne. Je suis un connard barbu qui fait des vidéos sur internet. Où as-tu troqué ton magnifique peignoir? Je ne le vois pas. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Et je l'avais déjà en double en fait, c'est-à-dire que j'ai volé des vêtements à mes grands-parents et pour avoir 2 fois le même peignoir. J'ai 2 fois le même peignoir Bordeaux
je les collectionne. Si vous avez des peignoirs Bordeaux en velours, n'hésitez pas à me les envoyer par boîte postale à Voxmakers. Je ferai un plaisir de les porter, je ferai des dédicaces. D'ailleurs, d'où vient, pourquoi avoir commencé à porter ce peignoir? Est-ce que t'es sûr de vouloir répondre à cette question? C'est très intéressant. Tu le veux en fait, Ouais. c'est ça? Ok, génial. Tout simplement parce que j'aime bien le porter en vrai. Les peignoirs, c'est le parfait compromis entre la classe et la schlagerie. C'est-à-dire qu'en même temps, t'es pas assez sophistiqué pour pouvoir t'habiller pour le reste de la journée, mais en même temps, t'es assez sophistiqué pour porter genre une bonne robe de chambre, classe, veloutée, en mode détendu, parce que tu te détends. Faut pas se détendre au t-shirt slip, hein, tu te détends en peignoir. C'est ça le secret. C'est vraiment, c'est comme dans Gum, tu vois, t'as la décharge en bas, t'as Zalem en haut, et ben moi je suis là, le vide au milieu, tu vois, je plane au-dessus de tout le monde et je vois les trucs par en dessous, pour ce qu'ils sont. C'est beaucoup plus philosophique qu'on ne le pense. Ouais, en fait je raconte de la merde, hein, arrête, c'est bon. Bon, sinon on parlait justement des projets en commun, vous mettez beaucoup plus à bosser ensemble sur les vidéos. Moi je repense à la création de plein de chaînes Voxmakers, avec Voxmakers Music, Gamer, tout ça, qui finalement n'a débouté à rien. Oui, ça ne à rien parce que tout simplement, il y avait beaucoup de collaborateurs et la plupart sont partis, on n'a pas pu rester longtemps, ça n'a pas pu être géré. Certains préfèrent clairement afficher la volonté de travailler en solo plutôt qu'en collectif, et c'est très bien comme ça parce qu'il y a des profils de gens qui sont mieux à se diriger eux-mêmes et d'autres profils de gens qui s'activent mieux en étant ensemble. C'est deux philosophies différentes, ça se respecte. Donc on se quitte en bon terme, c'est très bien. Puis, comme il y avait quand même des gens qui sont restés, mais pas assez pour justifier l'existence de chaînes spécialisées à thématique, et ben on les a tous réunis dans le même truc Voxmakers. Et là, c'est pas plus mal. Maintenant, il y a une équipe bien structurée, une équipe qui est bien organisée, et de plus en plus, on s'entraide de façon concrète dans les vidéos. Moi, par exemple, j'aide directement au script des Fermella de Michael J. Pour les Extreme Pixel Battle, on est plusieurs à travailler avec Shindeai au montage et à la composition. Moi, Thomas et Shindeai à l'écriture. Antoine Gardin, alias Sans Pseudo, pour l'aide au montage aussi, parce qu'il est bon avec After Effects et tout ça. Et au fur et à mesure, c'est ça, de plus en plus d'émissions comme ça chez nous ont plusieurs aspects de production confiés à des gens qui ont des spécialités. C'est ça. Par exemple, généralement, pour des petits effets spéciaux, pour des choses comme ça, c'est Antoine. Pour un peu de composition, c'est Shindeai. Quand il y a besoin d'aide pour l'écriture ou la structuration, pour synthétiser, il y a moi. Tout le monde a un talent spécifique et un savoir-faire spécifique. Et ce savoir-faire sert à aider à polir et à optimiser les vidéos des autres. Shindeai spéculait sur le fait que tu arrives enfin à vivre des vidéos. Est-ce vrai et est-ce un rêve Alors, vivre des vidéos, c'est pas encore totalement le cas. De toute façon, j'aime pas beaucoup parler argent parce que je trouve ça ostentatoire et un peu vulgaire. Mais disons que les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent de plus en plus. On est structuré, on est en société. On a de plus en plus de facilité à augmenter notre productivité tout en maintenant à peu près le même niveau de qualité. Donc à partir de ce moment-là, oui, vivre de ces vidéos sur YouTube n'est pas un rêve inaccessible. Mais le projet de Voxmaker, ce serait pas à terme de pouvoir faire un grand studio où vous êtes tous ensemble à bosser, je veux dire, dans un lieu réuni, ou c'est aussi le fait d'être dispersés chacun C'est vrai qu'il y a énormément de facilité à pouvoir travailler ensemble dans le même studio, au niveau de l'émulation, au niveau... on remarque toujours que nos meilleures idées et nos meilleurs délires se font quand on est dans la même pièce, à brainstormer, à s'échanger des discussions et à blaguer ensemble. C'est pour ça que aussi les rencontres en convention sont des moments privilégiés pour nous. Maintenant, l'avantage aussi de pouvoir travailler séparément, c'est au niveau du coût, c'est au niveau de la communication, c'est au niveau il y a des avantages effectivement à ce que chacun vive de son côté, et on a réussi à improviser et à faire des mesures et à se structurer pour faire en sorte que même dans ces conditions-là, ça marche le mieux possible. Mais si à terme on pouvait travailler ensemble au même endroit, ce serait très bien. C'est juste que comme il y en a qui est à Paris, il y en a qui est dans le sud, il y en a un qui est corse, il y en a un qui est carrément belge, tu vois, forcément ça sera pas facile de centraliser tout le monde. Les aléas de la vie sont ce qu'ils sont. Mais franchement, on arrive à bien se débrouiller, on arrive à bien contourner le problème jusqu'à présent, et même si ça ne se fait pas, on va continuer à affiner notre stratégie, à faire en sorte d'optimiser le plus possible malgré la distance. Mais sinon, à terme,
il y aurait vraiment un idéal d'être ensemble, ce serait bien. C'est pas impossible, ce sera pas facile, mais ce serait bien. Qu'est-ce qui t'a poussé personnellement à rentrer dans le monde de la vidéo? Enfin, à faire des vidéos, quoi. Parce que je voulais juste en faire comme ça, c'est tout. C'était rigolo. Tout simplement, il n'y a pas de raison spéciale. Généralement, c'est juste que je voyais des gens sur Internet. J'aimais beaucoup regarder des Américains comme l'Angry Video Game Nerd, le Nostalgia Critique, des gens comme ça. Et je trouvais que ces gens-là étaient marrants, j'aimais bien le format d'émission, et je me suis dit que ce serait amusant d'avoir une caméra et de faire pareil. Parce que moi aussi j'aime bien des sujets. Au début j'avais un petit peu la rage contre les médias traditionnels qui racontaient de la merde sur la culture manga, animation, otaku, tout ça. Et, mes premières vidéos c'était pour parler de conneries sur les Magical Girls qui se mettent à moitié à poil pendant qu'elles se transforment, pour faire des blagues sur un film français un peu autoriste, un peu machin, et ensuite pour dire que le traitement de Canal+, de Hatsune Miku, c'était scandaleux, c'était pas très sympa, c'était vraiment pas du vrai journalisme, quoi. C'était vraiment des motivations comme ça où j'étais en train d'un petit peu bousculer gentiment, enfin pas gentiment non, mais où j'étais en train de bousculer avec amusement les choses que je n'aimais pas dans la culture mainstream institutionnelle française, pour remettre un petit peu plus en avant et remettre un petit peu de baume au cœur et un peu d'or sur le dessus des choses que j'aime bien dans la culture populaire, dans la culture geek, dans la culture otak, ce genre de choses, quoi. Ça ne veut pas dire que je suis dans une culture orientée vers le divertissement, que c'est une culture qui ne doit pas être prise au sérieux pour autant. Même s'il ne faut pas la prendre trop au sérieux quand même, hein, ça reste du fun. Mais voilà, on peut parler de choses intelligentes, même on peut dire des choses intelligentes sur des sujets amusants. Ce n'est pas impossible et c'est ce que j'ai voulu prouver et ça m'amuse. Et je me suis dit que ce serait amusant de le faire. C'est vraiment au fur et à mesure que je me suis rendu compte que, à force de faire des vidéos, je m'y suis pris au jeu, j'aimais de plus en plus faire ça. Et je me suis dit à un moment, ce serait quand même bien de s'organiser, de rencontrer d'autres gens qui font ça, peut-être de faire un petit club ensemble, un petit truc. Et c'est comme ça que les germes de Voxmakers ont commencé à être plantés au sol. Justement, c'était ça. Pourquoi l'avoir créé, Voxmakers? C'était pour se réunir tous ensemble plus fort, ou... Oui, c'est ça, tous ensemble on est plus fort, et surtout commencer sur YouTube c'est pas facile, hein. Il n'y a personne qui m'a vraiment aidé à grandir sur YouTube. Il y a peut-être des blogs, des gens que je connaissais qui ont relayé mes vidéos et c'était vachement sympa et tout ça, mais c'est pas comme si, je sais pas, il y avait tout à coup à l'époque c'était les gros youtubeurs gamers, tout ça, il y avait des gens comme Edge ou Hooper ou Usul, Adavan Nesblog, des trucs comme ça. Je pense qu'il y avait Usul, il aimait bien mon travail à l'époque déjà, je sais pas ce qu'il vient. Mais voilà, ces gens-là, ils sont pas venus descendus du ciel pour me dire voilà, je prends ta vidéo, je te dis comment la faire, je te dis ceci, cela, je te mets dans un truc, maintenant elle va avoir 1 million de vues d'un coup, ça marche pas comme ça, évidemment, ça marche pas comme ça. Mais des fois, et c'est pas ce qu'on demande, mais c'est vrai que des fois, être un petit peu le petit youtubeur qui demande à son senpai, oui bonjour, ça va, voilà, je commence juste, je m'amuse à faire des vidéos, mais j'aimerais bien avoir un public, est-ce que tu as des conseils à me donner, est-ce que ça te dirait de dire ce que tu penses de mon contenu, et ce genre de trucs. Bon, voilà, ça arrive pas souvent ça. Et des fois on est un petit peu désœuvré, il n'y a personne pour parler de nous, il n'y a personne pour faire des critiques constructives. Des fois les commentaires YouTube c'est sympa, mais il y a beaucoup de trolls, un petit peu de connards, un petit peu de plein de choses. Et même les gens qui t'aiment bien, des fois ils sont pas forcément constructifs, ils sont très très fans de toi, ils sont genre waouh je t'adore, c'est bien ce que tu fais, mais d'accord, mais pourquoi tu aimes bien ce que je fais, toi? Tu sais pas toujours. Tu t'es un petit peu dans le noir, même quand tu es entouré de gens qui t'aiment bien, t'es un peu dans le noir. Du coup, avoir des gens qui sont soi-même vidéastes au même niveau que toi, pour grandir avec toi, se développer en même temps que toi, qui ont les mêmes problématiques que toi, pouvoir se souder, se mettre ensemble et s'orienter et voir un petit peu ce qu'on fait les uns les autres, ça aide beaucoup. Et au début, Voxmakers c'était ça. Et au fur et à mesure, l'aspect communautaire s'est de plus en plus développé. Puis c'est passé de communautaire à structure à société. Et les ambitions grimpent au fur et à mesure. On s'est rendu compte que comme on grandit ensemble, les possibilités grandissent et les ambitions grandissent. Et on passait de faire des petites vidéos sur Dailymotion parce qu'on avait peur de se faire striker par YouTube, par carrément balancer nos trucs sur YouTube, faire des vidéos qui sont streamlinées, qui n'ont pas besoin de copyright, qui n'ont pas besoin de matériel copyrighté, mais qui sont intéressantes quand même. Et maintenant on fait des spectacles, on fait des animations en convention, on fait plein de choses, on fait des partenariats, ça évolue, ça commence par une simple envie de se réunir entre petits pour pouvoir s'entraider, se retrouver, et se faire de la critique mutuelle, et pour ensuite finalement devenir un vrai club soudé, une vraie structure, un groupe soudé qui se joignent les bras et qui portent ensemble un même objectif. Au bout d'un moment, l'individu n'est plus important, c'est le collectif qui surpasse tout, qui englobe tout et qui finalement nous brille de sa valeur.
C'est beau. Ah, merci pour ces réponses intéressantes. Ouais, si tu veux, ouais, bon, c'est quand que tu me donnes les hentai maintenant? On voit ça tout à l'heure. Non, je veux voir ça tout de suite, là tu me les donnes, j'ai accepté cette interview parce que